Bonjour à tous, j'allais dire bonsoir en fait, parce qu'il est tard. Je vais essayer de passer quelques diapositives sur ce sujet. Alors, situation inhabituelle, on en a beaucoup, mais je vous propose d'en explorer trois principalement, en commençant par un cas clinique, et je vais vous demander d'essayer de répondre. Alors, c'est un peu difficile dans un grand amphi, mais c'est assez simple, hein. Donc, vous avez Monsieur X, 85 ans, qui a une fibrillation atriale qui est traitée par AVK. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Et on doit lui faire des extractions dentaires multiples, hein. Donc, je vais vous proposer 4 items. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites dernière prise d'AVK J-5 sans relais? Levez la main pour ceux qui choisissent cette option, la première option. OK. Dernière prise à J-5 avec relais. Qui choisit cette option? Dernière prise la veille au soir. OK, il y en a quelques-uns. Et pas d'arrêt. Qui choisit pas d'arrêt? OK, il n'y en a que deux parce que ma proposition, moi, c'est pas d'arrêt. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, on le voit, pas d'arrêt. Alors vous allez me dire, ouais, mais si c'est plus d'un cadran, ouais. Enfin, la réponse, c'est ben, il ira en plusieurs fois. Parce que je ne vois pas pourquoi on arrêterait pour des extractions dentaires. C'est ma position. Maintenant, il a croisé un cardiologue et sa fibrillation atriale, elle est traitée par apixaban. Même intervention, extraction dentaire multiple, hein, qui fait J-3 à 100 relais. Okay. J-3 avec relais. Dernière prise la veille au soir. Okay. Et pas d'arrêt. Ben, ma réponse, c'est pas d'arrêt, parce qu'en fait, la Société française de chirurgie orale a décidé que c'était pas d'arrêt. Mais si on doit faire de multiples cadrans, bah, on fait les cadrans les uns derrière les autres. Voilà, c'est ma position. Voilà, c'est ça. En fait, quand vous regardez ces recommandations-là, qui ne sont pas des recommandations anesthésie-réanimation, sur le risque hémorragique lié au geste dentaire, vous avez les avulsions qui sont, en fait, je ne sais pas comment il marche ce truc, je ne sais pas si vous voyez, là, vous voyez ici, avulsions multiples dans un même cadran, mais vous pouvez très bien dire, parce que le risque thrombotique vous paraît élevé chez un patient âgé, pour lequel on n'a pas envie de faire d'arrêt intempestif des anticoagulants, de dire ben, vous ferez un cadran à la fois. Parce qu'en fait, avant d'aborder les situations inhabituelles, il faut qu'on se mette d'accord sur les situations habituelles. Et les situations habituelles, elles sont résumées dans ce tableau. Si votre patient est porteur de valves mécaniques justifiant donc d'une anticoagulation, il sera obligatoirement traité par un antivitamine K. Parce qu'il n'y a aucune indication à aller mettre des anticoagulants oraux directs, tout ce qui se termine par Xaban et Gatran. Il y a eu des tentatives d'essais, il y a un deuxième essai qui a été arrêté récemment parce que ce n'est pas possible. Donc actuellement, c'est que des AVK. Et si on a un patient qui a une valve mécanique et qu'on doit opérer d'une chirurgie non cardiaque, on lui arrête les AVK avec relais systématique. C'est la position des recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2008. C'est toujours valide. Si votre patient est porteur d'une fibrillation atriale, il est traité par AVK, ce qui est de plus en plus rare. Et là, si vous avez un antécédent d'AVC récent ou tardif, ou d'une embolie systémique, vous faites un relais, mais s'il n'y a pas cet antécédent d'AVC ou d'embolie systémique, vous êtes tout à fait en droit de ne pas faire de relais. Maintenant, vous avez un patient qui a un SHATS2 ou un SHAD2 vasque supérieur à 2, 3, 4, vous pouvez pertinemment lui faire un relais, mais vous avez une justification. Mais on fait trop de relais. Dans la majorité des cas, on ne fait pas de relais. Pour rappel, le relais, il n'y a aucune étude dans cette population-là qui montre que le fait de faire un relais préopératoire des AVK réduit le risque d'événements thromboemboliques, mais en revanche, ça augmente le risque hémorragique. Et si votre patient est traité par AOD, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, pas de relais. Si votre patient est traité par anticoagulant oral direct, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, pas de relais. Je vais peut-être le dire 2, 3, 4 fois aussi par la suite. Maladie thromboembolique veineuse, c'est pareil. Si le patient est traité par AVK, si l'événement date de moins de 3 mois, on fait un relais. Si c'est supérieur à 3 mois,
on ne fait pas de relais. Et si votre patient est traité pour une maladie thromboembolique veineuse, embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde par apixaban, rivaroxaban, dabigatran, pas de relais. Et en fait, c'est résumé dans ce que vous connaissez des propositions du GIHP. C'est toujours valide. Et donc, qui propose en fait exactement ce que je viens de vous dire. Pas de relais, ici sans S, mais c'est bien. Pas de dosage. Et si le risque hémorragique est faible, éventuellement, on enlève la dose de la veille au soir et du matin, et on reprend 6 heures après. Et sinon, c'est J-3, J-4, J-5, avec une reprise le plus tardif possible pour les gestes hémorragiques élevés, éventuellement couverts par une thromboprophylaxie. Revenons à notre patient, je crois. Alors maintenant, M. X, qui n'a vraiment pas de chance, on lui a posé une valve mitrale mécanique qui est traitée donc par AVK, et il doit bénéficier d'une colectomie. Alors c'est une situation qui est relativement inhabituelle et très inconfortable. Qui fait une dernière prise à J-5 sans relais? Donc personne, c'est rassurant. Qui fait une dernière prise à J-5 avec un relais par HBPM? Okay. Qui fait une dernière prise à J-5 avec un relais par HNF? Okay, donc c'est 60-40 dans l'assistance avec 80% d'abstention. Dernière prise la veille au soir, pas d'arrêt. Okay. Alors moi, ma décision, c'est de faire une dernière prise à J-5 avec relais. J'ai des questions subsidiaires pour ceux qui ont choisi de faire un relais par HNF. Vous avez choisi un relais par HNF. Combien de contrôles TCA faites-vous pendant les 4 jours de relais? Parce que vous faites un arrêt à J-5, et après, vous allez mettre une HNF, là, et puis vous allez essayer de voir ce qu'on peut faire. Qui fait 0? Qui fait 1 contrôle? Qui fait 2 contrôles? Qui fait 3 contrôles? Qui fait 4 contrôles? OK. La bonne réponse, c'est qu'il faut faire au moins 5 contrôles. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, pour arriver à la cible sur un objectif de TCA, ici, l'objectif, c'est supérieur à 55 secondes, ce qui n'est pas énorme quand même, c'est 1,8 de ratio, eh bien, il vous faut au moins 5 mesures de TCA. Donc, quand vous faites un relais par HNF, que ce soit de la calci ou de la HNF IVSE, vous êtes la moitié du temps en dehors de la cible. Et puis, si votre premier TCA il est en zone thérapeutique, vous n'avez que 29% des patients qui vont rester dans cette zone thérapeutique. Donc, ce n'est pas la peine de faire de l'HNF pour un relais préopératoire sur une valve mitrale mécanique. D'autre part, quand on fait un bridging HBPM versus HNF, et que ici donc c'est une méta-analyse des études qui ont qui ont comparé HBPM HNF en bridging préopératoire sur des patients qui sont porteurs de valves cardiaques mécaniques ayant une indication chirurgicale de chirurgie non cardiaque. Eh bien vous voyez qu'il y a plus d'hémorragie quand on fait un bridging avec de l'héparine non fractionnée que si on le fait avec HBPM. Et on a, ici dans cette étude, plus d'événements thromboemboliques quand on le fait avec une HNF que quand on le fait avec HBPM. Donc vous avez 2 arguments qui sont des arguments scientifiques. 1, sur le fait qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas atteindre de cible. 2, qu'on a plus d'hémorragie et plus d'événements thromboemboliques si on le fait avec HNF. Et 3e point, pour mettre tout le monde d'accord, et en particulier vos cardiologues, vous leur montrez les recommandations de l'ESC de 2022, qui disent clairement, c'est la première recommandation, les de grade 1B, que les HBPM sont recommandés comme une alternative à l'HNF pour le bridging des patients ayant une valve mécanique, une valve cardiaque mécanique, sans précision, pour une chirurgie non cardiaque à haut risque hémorragique. Okay. Donc vos cardiologues, vous pouvez leur envoyer cette partie-là des recommandations s'ils contestent une décision qui, de toute manière, doit être collégiale. Alors, Monsieur X, 85 ans, c'est le cousin du premier Monsieur X. Lui, il a une valve aortique mécanique.
et il est traité par AVK, et il doit aussi avoir une colectomie. Le problème, c'est que la clairance de la créatinine, elle est à 20 millilitres minute. Donc là, vous vous dites, oh là là, il est insuffisant rénal, il est vieux, là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une dernière prise à J-5 sans relais? Est-ce que je fais une dernière prise à J-5 avec relais HBPM? Okay. Est-ce que je fais une dernière prise à J-5 avec relais HNF? Je pense que j'en ai vacciné quelques-uns avec les 3 diapos précédentes. Dernière prise la veille au soir ou pas d'arrêt? Alors, ma réponse, c'est avec relais HBPM. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'AMM de l'enoxaparine en particulier a changé. C'est-à-dire que la contre-indication, elle est au-dessous de 15 millilitres minute. Et qu'on a des schémas maintenant proposés pour les patients ayant une clairance entre 15 et 30 millilitres minute. Donc je prends le tableau des posologies pour les patients présentant une insuffisance rénale sévère, ayant une clairance entre 15 et 30. Et entre 15 et 30, ce qui m'est proposé, par exemple, c'est que si le patient il a une TVP ou une EP, il serait traité par 100 unités kilo en une fois. Alors attendez, d'habitude je lui fais 70 kg, 6-7 000 fois 2, ben là je vais lui faire 7 000 fois 1 pendant les 3-4 jours. La question subsidiaire, ça va être est-ce que je change le délai par rapport à la dernière prise? Ben non. C'est-à-dire que la dernière administration d'HBPM se fera la veille au matin. Si vous devez ensuite lui administrer une dose d'héparine à dose prophylactique, je choisirai 2000 unités. C'est-à-dire qu'en gros, entre 15 et 30, vous divisez par 2 la dose que vous auriez donnée en thromboprophylaxie veineuse et vous divisez par 2 la dose curative que vous auriez donnée en bridging. Et en bridging, vous savez que c'est une dose curative qu'on doit donner. Pour la tinzaparine, c'est moins clair, donc je vous ai mis la phraséologie qu'il y a sur l'AMM. Globalement, elle n'est pas recommandée à moins de 30 millilitres minute, mais en gros, on peut aller jusqu'à 20. Donc vous pourriez donner de la tinzaparine aussi, à la même dose, cette fois-ci, puisqu'il semble qu'ils veuillent aussi modifier cette AMM pour diminuer un petit peu ces seuils. C'est-à-dire que pour la tinza, on pourrait largement descendre à 15, par exemple. Enfin, en pratique, à titre personnel, je lui ferai donc soit de l'enoxaparine, une dose curative, mais pas en 2 fois, en une seule fois, c'est-à-dire si c'est 7000 fois 2, je ferai 7000, si mon patient est à une clairance entre 15 et 30 millilitres minute. Alors, monsieur X85, le cousin du cousin, il a aussi une valve aortique mécanique, il doit y avoir une maladie familiale sur le côlon parce qu'il doit avoir une colectomie aussi. Il est traité par AVK, mais lui, il a un antécédent de thrombopénie induite par l'héparine. Et donc, là j'arrive au bout des limites de compétences à titre individuel, mais je vais vous faire des propositions quand même, qui fait une dernière prise à J-5 sans relais. On n'a qu'un ici à droite, je le connais. Il y en a aussi un à gauche. Dernière prise à J-5 avec relais HBPM. Alors, je vous rappelle l'intitulé. Il s'agit d'un patient qui a un antécédent de thrombopénie induite par l'héparine. Donc, je ne veux pas voir de main se lever, en fait. Dernière prise à J-5 avec relais HNF, que personne ne lève la main, surtout. Ou alors, pas d'arrêt, ça vous faites ce que vous voulez, mais c'est moins grave. Alors, je ne sais pas ce que j'ai mis derrière, on va voir. Alors déjà, la première chose, c'est que comme on arrive aux limites de compétences sur ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les référentiels. Et il y a un référentiel, GIHP, SPHAR, que vous trouvez chez tous les bons commerçants, c'est-à-dire site de la SPHAR, ACCPM, anesthésie-réanimation, le praticien d'anesthésie-réanimation, et qui va vous décrire parfaitement ce que vous devez faire. Enfin, pas cette question qui n'a pas été traitée d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent, alors on va essayer de mélanger donc, les différents référentiels, dont celui sur la TIH. Moi, ce que je ferais bien quand même, c'est d'explorer la possibilité de le faire à J-5 sans relais. Je vous rappelle que c'est une valve aortique mécanique, d'accord? Et que les anglo-saxons, et dans toutes les recommandations, en particulier anglo-saxonnes, ce type de patient, il est tout à fait raisonnable
de faire un arrêt sans relais pour une valve aortique mécanique, sans autre facteur de risque. Parce que s'il a une fibrillation atriale, s'il a une grosse oreillette, s'il a un truc, s'il a un machin, à ce moment-là, il faudra lui faire un relais. Donc ça, c'est quelque chose que je vais explorer, et je peux aller l'explorer en regardant les recommandations sur lesquelles il est écrit que pour les valves mécaniques, le bridging doit être fait chez les patients avec une valve aortique et un facteur de risque thromboembolique, les vieilles valves aortiques, les trucs à billes ou des vieux machins, ou les patients ayant une maladie, une valve mécanique mitrale. Donc heureusement, le cousin du cousin, il a une valve aortique. Mais imaginez s'il avait eu une valve aortique mitrale, on n'aurait pas pu faire un arrêt sans relais. Donc il faut trouver d'autres solutions. Y a-t-il d'autres solutions? Il y a deux autres solutions que je vous ai mis un petit peu plus bas, qui sont des solutions possibles. C'est un relais avec du Fondaparinux en préopératoire. Mais là, je dois avouer qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre d'affaires. On utilise le Fonda dans certaines populations pour la thromboprophylaxie veineuse, pour le traitement de l'embolie pulmonaire éventuellement, en particulier en hospitalier. Il n'y a pas de croisement TIH ou vraiment des choses qui sont extrêmement rares et discutables chez les patients qui ont une TIH. Donc on peut utiliser le Fondaparinux chez les patients qui ont une thrombopénie induite par l'héparine. Et puis il y a quelque chose d'un peu plus acrobatique, c'est avec l'argatroban. Et donc, méfiance quand même. Pourquoi? Parce que, alors attendez, j'aurais dû mettre la diapositive, hein, mais tant pis, vous l'avez vu. La demi-vie du Fondaparinux, c'est 17 heures chez le sujet jeune. 17 heures. Donc en 17 heures, on réduit la concentration de moitié. D'accord? Et si je suis bon en calcul, normalement, il faut 34 heures pour arriver à 25% de la concentration. Or, mon objectif pour opérer, c'est franchement en dessous de 25%. Donc ça veut dire que si dans les 5 jours qui sont autorisés, il va falloir que je fasse finalement que 2 injections de Fondaparinux à dose curative, et ensuite attendre qu'il y ait un résiduel du Fondaparinux qui soit suffisamment bas pour opérer. Ce qui veut dire que la dernière prise, la dernière administration de Fonda, je la ferai 36-48 heures avant l'intervention, ce qui ne laisse plus beaucoup de place en fait. Si vous faites un arrêt à J-5, ça fait 1 ou 2 injections. Et puis votre patient, il a 85 ans. C'est-à-dire qu'en gros, avec des demi-vies supérieures à 21 heures, à la limite, il vaut mieux faire l'injection avant l'arrêt d'AVK. Non, je rigole, faites pas ça. C'est peut-être pas une option. D'accord? Donc c'est une option. Alors l'autre chose qui pourrait être pragmatique, c'est de dire les AVK, on va les arrêter bien avant, on va faire un traitement par Fonda, bien régulier, pendant 1 semaine, 10 jours, et on va l'arrêter de façon à ce que la résiduelle soit au plus bas pour faire la colectomie. Donc c'est un petit peu acrobatique, et ça, à titre personnel, je ne le ferai pas tout seul. Je le ferai avec l'hémostasien, le cardiologue, pour se mettre d'accord sur la stratégie. Enfin, l'argatroban. L'argatroban, c'est une super molécule, c'est un inhibiteur de la thrombine, ça se fait par voie IV. IV continue, la demi-vie elle est courte, elle est de l'ordre d'1 heure, mais le schéma posologique que vous trouverez sur le référentiel du GIHP, c'est ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, donc ça veut dire qu'il faut hospitaliser votre patient, et puis voilà. Et puis le faites pas trop lever, parce que j'ai appris en relisant que l'argatroban c'est dans l'alcool, et qu'on leur file 4 grammes d'alcool par jour avec des administrations IV continues. Donc en fait, ils sont bourrés pendant le bridging en préopératoire. Donc je ne sais pas si je choisirais cette option. Ça, c'est une gestion de spécialiste, cette affaire. Donc voilà, on a balayé 3 propositions. Je n'ai pas d'autres cas inhabituels. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut appuyer. Donc en fait, la conclusion, elle est simple. C'est la gestion des patients inhabituels et inhabituels. Ça veut dire qu'il faut franchement réfléchir et ne pas regarder obligatoirement directement sur les recos et ne rester que sur les recos. Et ça demande donc une discussion collégiale. Pour préparer ce topo, en particulier pour la TIH, j'ai quand même vérifié que mes propositions étaient conformes à mes camarades de jeu ici, ou alors à d'autres spécialistes en disant « toi tu ferais quoi ?» Et ils m'ont dit d'abord on en discuterait, on ferait peut-être du Fonda, et puis si vraiment c'est quelque chose de très compliqué, de l'argatroban, mais quand même c'est vachement lourd. Il faut une bonne information du patient, et puis il faut que tout soit tracé dans le dossier. On peut s'écarter des recommandations à condition de donner des explications et l'écrire dans le dossier. Voilà. Donc, je termine en disant que le MAPAR, c'est super, mais qu'il y a aussi une autre option, c'est que adhérer à la SFART, c'est bien aussi. Je vous remercie de votre attention.